Bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc moi, je m'appelle Dominique Nora, je suis directrice de la rédaction de l'Obs, ex-Nouvel Observateur, et je vais introduire ce débat très rapidement et donner la parole à nos intervenants. Donc doit-on avoir peur de l'intelligence artificielle? Intelligence artificielle, IA, AI, c'est vraiment le buzzword à la mode. Peu de mots nourrissent autant d'espoir, autant de fantasmes, de débats, voire de polémiques. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? En très résumé, c'est l'ensemble des théories et des techniques qui sont mises en œuvre pour réaliser des machines qui sont capables de simuler l'intelligence. C'est une idée très ancienne qui, pendant très longtemps, n'a pas marché, mais le progrès inouï de la puissance de calcul informatique et des algorithmes ont fait décoller ces dernières années de manière spectaculaire l'intelligence artificielle. On a vu apparaître des technologies comme les réseaux neuronaux, par exemple, qui permettent l'apprentissage profond des machines. Et on a vu apparaître des applications concrètes, on le verra d'ailleurs avec nos intervenants, dans des secteurs aussi divers que la médecine, la finance, le transport, l'industrie, la défense, le droit, la robotique, même les relations humaines. On sait que l'IA ne sortira plus de nos vies, mais on ne sait pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Donc il y a beaucoup de peur sur le plan éthique, sur le plan de la transformation de la société. Elle peut être un formidable facteur de progrès ou au contraire, comme le disait la spécialiste Cathy O'Neill, weapon of mass destruction. Elle recèle donc de nombreux risques qu'on va détailler au cours de cette session, soit dans la conception des algorithmes, son manque de transparence, ses effets sur la société. Avec nous pour un débat de ce soir, on a à ma droite Stuart Russell, qui est professeur à l'université de Berkeley, qui est un chercheur spécialisé qui explore l'avenir à long terme de l'IA. On a ensuite Benoît Potier, qui est PDG d'Air Liquide et qui est donc un utilisateur de l'IA, qui nous donnera le point de vue d'un industriel. À sa droite, Amir Bani Fatemi, qui est entrepreneur investisseur et qui fait partie de l'organisation XPRIZE. Et enfin, tout à fait au bout, Philippe Aghion, que vous connaissez, qui est l'économiste du Cercle, qui est professeur à Harvard et au Collège de France. Et sans plus tarder, je donne la parole à Philippe Aghion, qui a lui-même travaillé dans la chaire économie des institutions de l'innovation et de la croissance sur la question de l'intelligence artificielle et de la croissance. Philippe. Merci beaucoup Dominique de l'introduction. J'ai fait distribuer, enfin, je pensais montrer des transparents, mais en fait on a distribué un petit, voilà, on pourra suivre ça ensemble, c'est juste rapidement pour donner quelques éléments. Donc je ne vais pas reprendre ce que déjà très bien expliqué Dominique. L'intelligence artificielle, si vous les regardez sur Wikipédia, les définitions, bon, on dit voilà, l'intelligence artificielle, c'est en gros la capacité pour une machine d'imiter l'intelligence humaine, voire de surpasser l'intelligence humaine. L'électricité, les semi-conducteurs ont facilité l'automatisation au XXe siècle, mais l'intelligence artificielle, ça va plus loin. Maintenant, on va automatiser la conduite des voitures. On pense que les consultations médicales pourront être automatisées. L'intelligence artificielle, ça permet d'automatiser pas seulement la production des biens et services, mais ça permet d'automatiser la production des idées. C'est ça la grande nouveauté. C'est-à-dire que maintenant, eh bien, on se dit, ben voilà, des machines vont pouvoir résoudre, elles résolvent des problèmes complexes. Elles facilitent l'imitation et l'apprentissage. Elles s'améliorent elles-mêmes. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir des machines qui elles-mêmes découvrent leurs erreurs et corrigent leurs erreurs. Et on peut créer des nouvelles lignes de produits. Donc on se dit, mais c'est génial, l'intelligence artificielle. Ça va nous sauver de tous les... Hein, en ce moment, on est pessimiste, on est un peu dans les tarifs, Trump et tout ça, ça nous donne un peu et l'Europe de l'Est aussi, ça nous donne un peu la déprime. Et on se dit, mais voilà, l'intelligence artificielle, ça va nous sauver. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais brièvement, c'était dire, voilà, l'intelligence artificielle... Peut-être qu'on attend parce que les gens continuent d'arriver là. C'est un peu gênant, mais on est obligé là. Ouais. Voilà. On continue. L'intelligence artificielle, moi je m'intéresse aux effets sur trois choses. L'emploi, la croissance et les inégalités. D'abord, je vais parler de l'emploi. Alors si vous avez le petit fascicule, vous pouvez regarder
qu'est-ce qu'on a fait? J'ai regardé des données françaises, c'est des données sur des localités, c'est-à-dire des zones d'emploi. Et j'ai regardé comment l'augmentation du nombre de robots sur la période 93-2015 dans ces zones d'emploi influe sur l'emploi. D'accord? Alors vous regardez le premier graphique, je ne sais pas si vous avez accès, vous voyez que la relation est décroissante. Si je regarde globalement, dans les zones d'emploi où les robots augmentent le plus, eh bien l'emploi diminue le plus. Ah, là, voilà. Oui, là c'est un peu je suis désolé, c'est compliqué comme format. Il faut qu'on se lyonise un peu. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez déjà que l'impact, je ne peux pas le montrer comme ça, c'est vraiment dommage que je ne puisse pas le montrer là. Là où les robots augmentent le plus, l'emploi baisse le plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette baisse n'est pas uniforme sur tous les types d'emplois. Si vous tournez la page, vous voyez l'impact sur les emplois low occupation, c'est-à-dire les emplois peu qualifiés. Là, vous voyez une relation très décroissante. Mais en fait, on peut montrer que si on se restreint aux emplois plus qualifiés, c'est-à-dire le diagramme suivant, le troisième diagramme, eh bien, on voit que l'impact de la robotisation sur l'emploi très qualifié, il est beaucoup moins négatif. C'est-à-dire que l'éducation, c'est bon. Quand vous êtes qualifié, eh bien, vous résistez à la robotisation. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, elle détruit des emplois, mais elle crée de nouvelles lignes de produits. Et ceux qui sont qualifiés peuvent plus facilement se réallouer. Donc c'est très intéressant que l'éducation joue un rôle. Tout le monde ne subit pas de la même manière la robotisation. Plus vous êtes qualifié dans une zone d'emploi, moins vous souffrez de la robotisation. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Donc, l'éducation, c'est important. Voilà, première idée, d'accord? Deuxième idée, je parle des inégalités. Ça, c'est ce qui vient après. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, les machines, ça se substitue d'abord pour le travail non qualifié. Donc, en général, ça fait plutôt baisser le salaire réel des non qualifiés et ça peut mettre en valeur le salaire réel des qualifiés. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que l'intelligence artificielle se substitue également en partie pour du travail qualifié. Donc, à la différence des périodes d'automation précédentes, l'intelligence artificielle se substitue également pour du travail qualifié. Et donc, ça, c'est une des nouveautés. Ça touche même le travail qualifié. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Alors, je veux parler tout de suite de la croissance, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. C'est ce qui s'appelle AI and Growth. Alors, évidemment, pourquoi c'est stimulant pour la croissance? J'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, ça permet d'imiter plus facilement, ça permet d'apprendre plus facilement, ça permet de se corriger plus facilement. Donc tout ça, c'est bon pour la croissance. Et puis surtout, l'intelligence artificielle, ça permet de remplacer du travail par du capital. Ça veut dire que vous vous reposez de plus en plus sur un facteur accumulable pour faire de la croissance. Et ce n'est pas seulement vrai dans la production des biens et services, mais dans la production des idées. Donc tout ça, ça vous donne des choses. En fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, théoriquement, l'intelligence artificielle, si elle pouvait complètement remplacer les hommes dans la production des idées en temps fini, ça produirait ce qu'on appelle des singularités. C'est-à-dire que là, on arriverait à ce que le communisme n'a pas pu faire quand on disait de chacun selon ses besoins. C'est-à-dire, en temps fini, vous auriez un output infini. C'est théorique, évidemment. Donc on se dit, mais c'est une manne fantastique, l'intelligence artificielle. Vous pouvez produire ce qu'on appelle des singularités. Mais seulement le monde n'est pas si simple. Pourquoi il n'est pas si simple? Et là, je vous demande de regarder les vagues. Vous voyez mes vagues? C'est des vagues, elles sont jolies là, des vagues de productivité. C'est les révolutions technologiques. Alors à gauche, malheureusement, vous ne voyez pas la machine à vapeur, elle est tronquée. Mais il y a une montagne encore plus grande que celle que vous voyez, c'était la machine à vapeur, la première grande révolution industrielle. Et celle que vous voyez au milieu, c'est l'électricité et la chimie. Et celle que vous voyez à droite, c'est les TIC, les technologies de l'information et des communications. Et vous voyez dans les TIC, regardez, ça monte et ça baisse. Et voilà le problème. Normalement, ça aurait dû monter et monter. Et pourquoi ça baisse? Parce qu'en fait, on pense la même chose. C'est parce qu'en fait, c'est le mystère de la stagnation séculaire. Je vais vous donner la réponse. Vous vous demandiez d'où ça vient la baisse de la croissance de la productivité depuis l'an 2000. Eh bien, je vais vous amener la réponse. D'abord, il y a un certain nombre de faits qui sont allés en même temps. La croissance a augmenté et décru. Mais il y a eu une autre chose. L'entrée, la création de nouvelles boîtes aux États-Unis a décru. On crée de moins en moins de nouvelles boîtes.
Deuxièmement, la concentration des marchés a augmenté. Les marchés sont de plus en plus concentrés. Les marges moyennes sont de plus en plus élevées. Les investissements ont décru. Donc il y a eu une vague de technologiques et ensuite que des mauvaises nouvelles. L'entrée qui décroît, la croissance de la PDGF qui décroît, la concentration qui augmente, les investissements qui diminuent. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'il y a eu des firmes qu'on appelle des superstars. Vous avez parlé des GAFAM, mais plus généralement, il y a des superstars. Et quand vous avez des vagues technologiques, et ça sera pareil avec l'intelligence artificielle, c'est pareil, vous avez des boîtes qui envahissent un certain nombre de lignes de produits. Et quand elles les envahissent, elles inhibent l'innovation par des nouveaux. Et surtout par les moins bons. Donc c'est pour ça que vous avez de l'entrée qui décroît. C'est pour ça que vous avez les investissements, notamment en R&D, qui décroissent. Et il n'y a que les très bons qui arrivent à rentrer. C'est pour ça que la concentration moyenne augmente et que les marges moyennes augmentent. Parce que ceux qui ont des marges petites, mais qui sont quand même un peu meilleurs, ceux-là, ils sont exclus. Et donc c'est très intéressant, c'est-à-dire voilà l'éthique, mais c'est pareil avec l'intelligence artificielle, qui normalement devait donner de la croissance, elle a donné ça et ensuite elle est retombée. Pourquoi? Parce que les institutions n'ont pas suivi. Et ça, c'est le thème que je veux poursuivre. Philippe, ça on l'abordera plus tard, les institutions et la régulation. Je suis désolée parce que sinon c'est un cours magistral. Ouais. Un mot pour terminer. Je veux juste dire la chose suivante. C'est que, voilà, selon que les institutions s'adaptent ou non, le meilleur ou le pire peut venir de la technologie. Si vous avez, j'ai dit tout à l'heure que l'intelligence artificielle, ça détruisait des emplois, mais ça crée des nouveaux emplois. Si vous n'avez pas la formation, la bonne flexec, la formation professionnelle, eh bien, ça crée de la précarité et ça ne marche pas. Donc, est-ce qu'on doit... Et la croissance, j'ai dit tout à l'heure... Excuse-moi Philippe, mais il faut vraiment avancer. S'il n'y a pas... J'ai terminé. Si vous n'avez pas des législations en matière de concurrence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui produisait de la croissance, eh bien, finit par brimer la croissance. C'est-à-dire qu'il faut que les institutions et les politiques s'adaptent à la technologie. Si elles ne le font pas, vous avez du stress et du populisme. Voilà. Donc... Désolé. Désolé. Donc à la question doit-on avoir peur de l'IA, Amir va nous donner son point de vue. Merci. Bonsoir tout le monde, ça va être difficile de vous suivre, mais je vais essayer. Oui, j'ai un rôle assez particulier. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle XPRIZE depuis peu et mon parcours était plus d'un investisseur et d'un entrepreneur. Et j'ai eu la chance dans les quelques dernières années de voir et de rencontrer plus d'un millier de compagnies qui travaillent sur l'IA, que ce soit des... alors j'essaie de parler en français ce soir, hopefully ça va marcher. Et ces entreprises sont soit des startups, soit des unités de recherche, mais dans le monde entier. Je vais vous expliquer comment ça s'est arrivé. Mais pour reprendre le problème, est-ce qu'on doit avoir peur ou pas peur de l'IA? Je pense que vous vous dites tous que la réponse est au milieu, mais on n'a pas de critères d'appréciation de comment cette réponse va plutôt pencher à droite ou à gauche, si c'est ça. Alors, on parle de beaucoup de problèmes liés à l'IA, mais peut-être qu'en fait ces problèmes-là sont des problèmes structuraux qui n'ont rien à voir avec l'IA. Par exemple, le problème d'inégalité sociale, les problèmes de pénurie de talent, les problèmes de biais, les problèmes d'abus de pouvoir refont surface parce qu'elles sont fondamentalement dans la société, mais l'IA nous donne une opportunité nouvelle, un catalyseur pour en reparler. Mais il y a quand même des problèmes nouveaux qui sont ressurgis grâce à l'IA. Aujourd'hui, l'IA elle est définie de manière très vaste, mais je vais vous donner une définition peut-être simple qui vient de l'expérience, c'est qu'en fait, si on veut résumer l'IA, aujourd'hui, l'IA, c'est une machine à faire de la prédiction pas chère. Alors, l'IA, bien sûr, elle nous permet de comprendre et d'analyser. On sait tous qu'on peut reconnaître des formes dans les photos, on sait tous qu'on peut comprendre la parole, donc on peut comprendre, mais aussi on sait prédire, on sait prévoir les tempêtes, on sait prévoir les désastres naturels, on sait prévoir, par exemple, un changement de cours de la bourse aujourd'hui, on sait prévoir, à travers les symptômes, des diagnostics médicaux. Donc, si on admet que l'IA va permettre de faire de la prédiction et le coût de la prédiction diminue de manière régulière avec les progrès de la technologie, du cloud, du computing, des données et du stockage, eh bien, en fait, le danger vrai qui ressurgit, c'est la prise de décision. C'est qu'en fait, avec la capacité de la machine ou des programmes à nous donner des possibilités de faire de la prédiction, eh bien, on commence tout doucement à remplacer l'homme qui fait de la prédiction. Et ce transfert graduel de prédiction entre l'homme vers la machine crée un besoin de jugement pour lequel la société n'est pas prête. L'être humain n'est pas prêt, les régulateurs ne sont pas prêts, les politiques ne sont pas prêts, les investisseurs ne sont pas prêts,
Le public n'est pas prêt. Donc on parle de beaucoup de choses, mais bien que toutes ces choses dont on parle sont justes au niveau impact social, c'est vraiment cette transition entre la capacité à prédire qui va tout doucement aller vers la machine, et M. Aguillon l'a très bien dit, elle devient de plus en plus complexe aujourd'hui. On n'a pas été préparé pour faire face à ça et développer chez l'être humain ou chez les groupes de nouvelles capacités de jugement grâce à la machine, grâce aux applications. Alors bien évidemment, les biais existent, les risques existent, parce que ces machines-là sont programmées avec un ensemble de données aujourd'hui. On a besoin de beaucoup de données pour programmer l'IA. Peut-être que demain, pas de big data, mais le small data sera suffisant pour faire de l'IA, mais aujourd'hui, on a quand même besoin de données. Mais néanmoins, ces données-là, aujourd'hui, sont disponibles et contrôlées par des grands. Il y a une grosse concentration de l'IA aux mains de grands géants. Si vous regardez la population mondiale, sur 7 milliards, il y a peut-être moins de 7 millions de personnes aujourd'hui qui touchent l'IA de manière active. Ça fait 0,1% de la population mondiale qui participe au développement de l'IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 99,9% des gens n'y font pas partie. On est peut-être consommateur, on va utiliser Google Maps, on va utiliser un système de translation, mais on ne fait pas partie de ce développement, on ne nous entraîne pas, on ne nous prépare pas. Alors les entreprises privées qui, eux, emploient des gens, vont faire maintenant de la transformation digitale, de la transformation d'entreprise, mais cette transformation doit faire partie d'un cycle d'investissement. Mais on n'a pas de grille de lecture sur comment ce cycle d'investissement va avoir des résultats dans le long terme. Et en fonction de la préparation qu'on a pour faire ce réglage de boutons de réglage de butée d'investissement, on va avoir des comportements différents. Par exemple, Google a acheté la société DeepMind il y a 5 ans, ou presque 5 ans, pour un coût d'1 demi-milliard de dollars, parce qu'ils ont estimé que le développement de l'IA était suffisamment rapide pour justifier son investissement. D'autres pourraient faire le même investissement en 20 ans. Donc la grille de lecture sur laquelle les entreprises qui sont aujourd'hui porteurs de cette transformation et qui vont participer à éduquer les individus va dépendre énormément d'une politique d'investissement et économique qui va venir de l'État, mais aussi des investissements privés. Alors quel est le rôle de l'État? L'État aujourd'hui, les régulateurs et la politique ne sont pas forcément mieux entraînés que le public. On ne sait pas non plus comment se comporter vis-à-vis de tout ça. On ne sait pas comment entraîner les gens mieux à être dans un cycle de jugement, dans un cycle d'entraînement et de transformation. Et donc, ce vacuum, ce néant qui est créé aujourd'hui, crée un problème politique, mais aussi un problème social. Et ce problème social va être amplifié par cette turbulence et cette agrégation de faits qui est structuraux, qui existent dans la société de toute manière, et de données nouvelles qui incitent à une peur et qui vont créer de l'incertitude. Et cette certitude va amplifier des problèmes, notamment en gouvernance, en confiance, en responsabilité, qui ne va pas aider à faciliter le débat. Alors quand on parle de est-ce que l'IA doit avoir peur ou pas peur de l'IA, la réponse elle est peut-être en 3 domaines. Elle est d'une part politique, mais avant tout elle est économique, elle est aussi sociale. Et pour ça, il faut qu'on démocratise l'IA. Et alors la vraie question, c'est comment on peut démocratiser l'IA? Ouais. Il faut conclure. C'est ma question, voilà. Ah, très bien, très bien. Donc maintenant, on va passer la parole à Benoît Potier qui a un point de vue complètement différent puisque c'est celui de l'utilisateur et notamment en industrie qui va nous expliquer comment l'IA pénètre ou pas chez Air Liquide et qu'est-ce qu'on peut en attendre ou comment elle peut faire peur. Voilà, merci, bonsoir à tous. Donc moi, ce que je voudrais illustrer, c'est 2 points en fait. Premier point, c'est que l'intelligence artificielle est déjà une réalité. Et je vais vous donner 2 exemples. Un qui est celui de Tesla, je vous expliquerai pourquoi, et ensuite celui d'Air Liquide, en quelques exemples. Et puis ensuite, mon deuxième point, ce sera de citer les 3 défis majeurs qui, pour moi, concernent l'IA, qui sont un défi politique, un défi de leadership et un défi humain. Alors je commence par la réalité qui aujourd'hui je trouve déjà très positive. Je commence par Tesla. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 jours, j'ai lu un article dans le New York Times, qui doit être toujours disponible, qui était d'une pleine page et qui décrivait les déboires que Tesla a en ce moment, Elon Musk, avec la fabrication de sa voiture, la Tesla 3, qui est le modèle le plus universel. C'est l'usine de Fremont en Californie, qui est une usine assez légendaire pour l'industrie automobile, qui a été à la pointe de tout ce qu'on a fait en industrie automobile et qui a fermé et que, en fait, Elon Musk a racheté.
il y a quelques semaines, on a vu émerger de cette usine une tente sur le parking qui fait 100 mètres de long, 15 mètres de haut, et dans lequel, en fait, Tesla a monté une usine d'assemblage, une 3e ligne d'assemblage, qui, en fait, vient en complément de tout ce qui a été fait avant. Ce qui a été fait avant, c'était de la vitesse très rapide, de l'automatisation à tout craindre. C'était un rythme légendaire de 20 000 voitures par mois, et en fait, il a réussi à en faire 2425 en 3 mois. C'est-à-dire rien par rapport à ses objectifs. Il a réembauché des centaines d'ouvriers, ça c'est beaucoup plus intéressant, pour remplacer les robots, parce que les robots, en fait, n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient faire, alors qu'au départ, ils avaient été là pour casser le modèle de l'industrie automobile. Il a démontré que les machines, en fait, étaient trop lentes pour les capteurs, pour mesurer les voitures qui sortaient de la chaîne de peinture. Donc il a réembauché des gens pour appuyer sur un bouton et dire « oui, ok, la voiture est bien passée ». C'est vous dire comment ça se passe. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il fallait redesigner les boulons pour que les machines puissent en fait mettre les boulons dans les trous et les serrer. Donc ça veut dire qu'au global, il a été obligé de remettre de l'humain et beaucoup d'humains pour arriver à faire marcher son concept. Et ce qu'il a dit, c'est « nous avons fait une grosse faute ». Nous avons essayé d'automatiser des choses qui étaient super simples à faire par des personnes et super dures pour des robots. Alors ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est le champion quand même de l'automatisation et il a fait ce constat, il est en cela extrêmement honnête, qu'on ne peut pas tout faire dans l'industrie avec de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Bon, premier point. Deuxième point, Air Liquide. Chez Air Liquide, on a investi depuis pas mal d'années dans tous les domaines qui touchent à l'intelligence artificielle. Alors, quelques exemples intéressants. Le text mining et l'analyse sémantique pour aller récupérer du savoir dans les analyses d'incidents qu'on décrit pour améliorer la sécurité. On a des bases de données énormes avec des gens qui écrivent ce qui s'est passé et on n'en fait rien. Donc, on vient rechercher tout ça, on fait du text mining et on arrive comme ça à améliorer considérablement la sécurité. On arrive aussi à regarder les pannes et à commencer à se dire comment est-ce qu'on peut prévoir des pannes. Et aujourd'hui, en combinant en fait le savoir de l'homme et le big data, on arrive à faire de la maintenance prédictive, 2 minutes, ok, de la maintenance prédictive pour en fait éviter les pannes. Donc on a fait rentrer déjà l'intelligence artificielle dans nos processus. On fidélise nos clients, on fait plus de ventes, on travaille sur les interfaces homme-machine et notamment pour tout ce qui est accueil des patients, parce qu'on traite les patients à domicile. Et il y a un exemple que je voudrais citer qui est un exemple de conduite d'usine. En fait, on a mis en France au point un système de centralisation de toutes nos usines. On a 25 usines qui sont centralisées et la centralisation est une chose, mais c'est surtout qu'on a traité les données pour optimiser la performance des usines bien au-delà simplement de la conduite de l'ouverture ou non des vannes. En fait, on commence à avoir un système dans lequel on est capable, entre un point bas et un point haut, la machine est capable, l'intelligence est capable de remonter les points d'exploitation pour gagner sur l'énergie, pour mieux servir les clients, pour décider quelles usines peuvent fonctionner par rapport à quelle autre en fonction de la demande en temps réel, comment on doit acheter de l'énergie. Donc on a en fait un système qui devient extrêmement intelligent. C'est tellement puissant qu'on a décidé de mettre ce système à Shanghai, de mettre toutes les usines chinoises sur le même procédé. Puis à Kuala Lumpur, on a décidé donc, de réunir toutes les usines d'Asie du Sud-Est et on est en train de le faire aux États-Unis. Donc voilà un peu comment l'intelligence artificielle se passe. Alors qu'est-ce que ça peut nous inspirer ? Ça peut nous inspirer en fait une chose qui avait été très bien décrite par le patron français de la recherche de Facebook, qui est que dans l'automatisation, dans l'intelligence artificielle, on a en fait un apprentissage par les machines qui est un apprentissage qui est supervisé. En fait, les machines apprennent sous supervision de l'homme. La grande différence avec l'homme, c'est que l'homme apprend de façon non supervisée. Le gamin à qui on montre une image de chien, en lui disant c'est un chien,
il apprend à prononcer chien et ensuite on lui montre n'importe quel chien et il dit c'est un chien. La machine et l'ordinateur, il faut lui faire voir des dizaines ou des centaines de milliers de photos de chiens pour lui faire ensuite reconnaître que c'est un chien. Donc on a en fait fondamentalement l'impression que la machine va remplacer l'homme alors que l'intelligence de l'homme est nettement supérieure et c'est ce que les grands qui font de la recherche dans l'intelligence artificielle nous disent. J'ai été rencontrer le patron de la recherche moi-même à New York, c'est un Français, je l'ai déjà dit, et c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a expliqué comment il fonctionnait. Donc voilà ce que c'est que la réalité. La réalité, c'est que c'est déjà là, c'est qu'on l'utilise à des fins en fait de complément et pas de remplacement de l'homme, et que quand on veut aller beaucoup trop loin et tout automatiser, en fait on a besoin de revenir en arrière. Merci Une beaucoup. minute. Non, j'ai juste un dernier mot, si je peux me Je croyais que permettre. c'était une conclusion. Le politique, 3 enjeux. Un enjeu politique essentiellement parce qu'on ne peut pas imaginer que le contexte du développement de l'intelligence artificielle soit débridé. En fait, on a besoin de fixer un cadre, c'est ce qu'a fait l'Europe avec la GDPR, c'est-à-dire les normes. Et je pense que ça, c'est un point de réflexion extrêmement important dans la peur ou pas de l'intelligence artificielle. En fait, il faut gérer les risques par un cadre. Et il faut bien réfléchir à la façon dont on fait ce cadre. Deuxième point, je pense que l'intelligence artificielle vient dans un espèce de tout. Et le tout, c'est un enjeu géopolitique, un leadership que se disputent actuellement sous nos yeux les États-Unis, la Chine, et que devrait se disputer l'Europe, mais qu'elle ne se dispute pas encore, qui est une sorte d'alliance entre la fabrication, donc le Made in America, Made in China, le commerce et le digital. Et dans le digital, il y a l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut qu'on considère l'intelligence artificielle comme une sorte d'arme nucléaire du XXIe siècle qui est en train, en fait, d'être appropriée par les différentes grandes puissances. Et je pense que ça, c'est un point de réflexion extrêmement important. Enfin, l'enjeu humain, on a redéfini tous nos jobs, les nouveaux jobs avec l'intelligence artificielle et on a en fait créé des nouveaux jobs qui n'existaient pas. Là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. En fait, on ne détruit pas tant que ça des emplois. Les emplois en fait se transforment et l'emploi se transforme et c'est vers ça que l'industrie va. Merci Benoît Potier. Donc je donne la parole à Stuart Russell. Il va parler en anglais, je crois. À vos écouteurs, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. So I'm going to talk directly to the question of whether we should fear AI. Pardon. I'm going to talk directly to the question of whether we should fear AI. The question itself is a very sensationalist question. So I went to the most serious, sober, unexciting, boring publication in the world, which is The Economist. And here's what they had to say. The implications of introducing a second intelligent species onto Earth are far-reaching enough to deserve hard thinking. And you could ask the gorillas about that. So the gorillas' ancestors introduced a second intelligent species onto Earth, namely us. And I would guess that if they were having this meeting, should we fear humans? They'd say, yes, of course. And it's been a disaster for gorillas because less intelligent species cannot compete with more intelligent species. So are we the gorillas of AI? So that's the question, right? How do we avoid the fate of the gorillas? So before I explain exactly how the problem comes about, I want to mention that AI has the potential to create a golden age for humanity. So if you just look at the possibility that if we had general purpose, human-level AI, we could bring the standard of living of everyone on Earth up to a standard of living that the French would consider respectable. This would be about a 10-fold increase in the GDP of the world, which would have a net present value of $13,500 trillion.
So that's why people are investing very large sums of money. That is the prize that Google is seeking, $13,500 trillion. So if you think that you can stop progress in AI by regulation, think again. It's not going to happen. Now, let's think about the risks, right? This is the most powerful technology, or if it comes to pass, it will be the most powerful technology that we have ever created. Even with the current level of AI, which is really just beginning, we could already build intelligent weapons that can quickly turn into weapons of mass destruction, because you can launch them by the hundreds of millions to wipe out entire countries. We've already talked about the effect on employment. We've already seen in the United States and in Europe the effect of mental coercion of customized, individualized propaganda and how that can change the democratic process. But in the long term, the real risk is the loss of control, that humanity cedes control over our future to machines. And this can happen in at least 3 ways. The first way we can think of as enfeeblement, becoming more feeble because we pass responsibility for our civilization to the machines. We ask the machines to run our civilization. We ask the machines to know how things work, and we stop learning. There will be no incentive to spend 20 years in school to become a doctor if machines are already better at it. So we stop learning about medicine, we stop learning about machinery, we stop learning about our civilization. This would be a real disaster, and it's irreversible. The second way is that, Dr. Evil uses AI to take over the world. So the typical James Bond movie plot, we all understand that. But the third way is actually the most serious problem, which is the problem that King Midas had. So King Midas asked that everything he should touch would turn to gold. And the gods gave him exactly his wish. And then, of course, his food and his drink and his family turned to gold, and he died in misery and starvation. So this is the problem, right? That you give objectives to machines, and if the machines are more powerful and more intelligent than you, they will carry out those objectives. And if you get it wrong, then you have an opponent. You have a machine that is carrying out an objective that you realize too late is actually in conflict with what you want. And the machine will acquire all the resources in the world that it needs to optimize the result of the objective. So you could say, please cure cancer as quickly as possible. Well, the quickest way to cure cancer is to give cancer to everybody on Earth and then run 100 million medical trials with different treatments to see which ones work best. That wasn't your idea, but that's what you asked for. Now, most of my research these days is actually on solving this problem. And the solution actually means we have to reformulate AI altogether. AI is about optimizing a specified objective. And that is the wrong definition. That leads to the problem that could be the extinction of the human race. The right way to think about AI is as a coupled process, a coupling between humans and machines, where humans have the preferences and the machine's objective is to satisfy those preferences, but it doesn't know what they are. And this is a coupled process that relates, if you're an economist and know about game theory, it relates to the principal agent games. It brings in questions of welfare aggregation and preference elicitation. So it has a lot in common with some of the problems that economists have already studied. Now, there are a lot of people within the field of AI who appear to want to deny that there's a problem at all. They deny there's a problem with employment. Machines will be our friends. Machines will not replace people. Machines will just augment human capabilities. So I want to finish by quoting Paul Berg. Paul Berg is a Nobel Prize-winning biologist who was instrumental in regulating genetic engineering, beginning with a meeting in Asilomar in California in 1975. So he was primarily responsible for keeping us human, because otherwise
we would be modifying our genomes to produce a super race. So here's what he had to say. There is a lesson in Asilomar for all of science. Once scientists from corporations begin to dominate the research enterprise, it will simply be too late. So I'll stop there. Thank you. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais quand même poser deux ou trois questions avant de conclure. Tout le monde a été d'accord sur le fait que est-ce qu'on doit avoir peur de l'intelligence artificielle? C'est un problème de régulation, un problème de rôle de l'État, je dirais des États. Mais à quel niveau peut-on réguler l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est au niveau national? Est-ce que c'est au niveau international? Et surtout, est-ce qu'on doit faire confiance finalement aux acteurs de l'intelligence artificielle pour s'autoréguler, ou est-ce qu'il faut des normes définies par les États et les sociétés civiles qui soient imposées à l'industrie? Donc peut-être on peut faire très rapidement qui veut répondre à cette question. Amir. Je peux essayer de répondre à la question. Donc la question était au niveau des règles et des normes. Comme je le disais, aujourd'hui, les politiques ou les régulateurs ne sont pas forcément mieux formés, mais il y a un ensemble de groupes composés de l'industrie, des sociétés civiles, des Nations Unies et autres, et de la Banque mondiale, qui travaillent sur ces problèmes. Et il y a dans beaucoup d'universités des centres de recherche sur l'éthique et la gouvernance de l'IA. Et une des façons de promouvoir le dialogue est au niveau international de créer des collaborations sur des règles d'utilisation de l'IA, sur des règles sur la gouvernance, sur les règles sur la privacy, sur des règles sur l'éthique même, et comment dans chaque contexte, ces applications qui sont définies avec l'IA doivent être utilisées par qui et comment. Et ce n'est pas forcément une question d'État, c'est une question de public et privé. Je pense que les entreprises comme les Sword qui investissent à des rythmes bien plus accélérés que le gouvernement sont aussi responsables de développer l'IA pour le bien commun et de créer en fait du training et de participer à ces règles d'éthique, parce que les applications d'IA qui vont être créées, qu'elles soient logicielles ou hardware dans la machine, devront être auditées, devront pouvoir être contrôlées, devront pouvoir maintenues et devront pouvoir répondre à comment elles interviennent à des résultats et qu'elles expliquent les résultats. Et pour ça, il faut des règles qui entourent l'IA, et il faudrait peut-être créer quelque chose comme ISO 9001 l'a été pour l'industrie, pour l'IA, mais qui implique en tout cas les industries ainsi que les gouvernements. Merci. Une deuxième question que j'avais, c'est à travers les algorithmes, finalement, on impose une norme, puisque la manière dont fonctionnent ces intelligences artificielles, de manière prédictive, vont dire, par exemple, on voit déjà des applications dans la police où on essaye de déterminer à l'avance les quartiers où vont se produire des crimes et des méfaits. Donc, est-ce qu'à travers ces algorithmes, on ne risque pas de normer la société et finalement de se retrouver avec une gouvernance algorithmique qui n'aurait plus grand-chose de démocratique puisqu'elle serait décidée par les concepteurs de ces logiciels? Est-ce que ça inspire l'un d'entre vous? Stuart, did you get it? Algorithmic governance question. So, I mean, in essence, algorithms and material products are very similar. We don't worry about, you know, a coffee cup representing a form of governance, even though companies make millions of the coffee cups and we all drink out of them. We don't think of that as infringing on our democratic rights or anything like that. So, I think I think there is a real risk in the use of algorithms in government itself. So when you use an algorithm to make a decision about whether somebody should go to prison or what taxes they should pay or where they're allowed to live, or as seems to be happening in China, who is a good person and who is a bad person, then this becomes really problematic. Now, the GDPR says that
algorithms cannot be used to make substantial decisions affecting a person. But it doesn't really say that you have a right of appeal. It doesn't really say that you have a right to an explanation for the decision. It says you have a right to find out the logic, which could be 500,000 lines of code. Thank you very much. So I still think we need to go further, and I'm not in favor, even though the decisions might, on average, be more correct. I'm not in favor of using algorithms to make these kinds of important decisions, because it isn't just a question of how accurate is the decision, it's a question of care, of how much does the government care about whether the individual is fairly treated. And if you turn everything over to an algorithm, you're saying, I don't care. Benoît Potier voulait dire quelque chose, je crois. Oui, juste un mot. Je pense que, en fait, l'algorithme ne peut pas être accusé de quoi que ce soit. Je pense que le vrai débat, il est sur la data. Et c'est bien comme ça qu'on l'a posé dans un certain nombre de pays, notamment en Europe, c'est de dire, est-ce qu'on a ou pas accès à la donnée? Si on a accès à la donnée de façon totalement libre, l'intelligence humaine est capable d'observer les faits, donc de créer un algorithme en intelligence artificielle. Ça veut dire, je crée un algorithme, je déduis de ces données des choses qui sont intéressantes et qui font progresser l'humanité. Donc le vrai débat, il est sur la donnée. C'est pour ça qu'on a eu tout ce débat en Europe sur la protection des données. Et à cet égard, les peuples dans le monde ont des approches et des sensibilités sur la donnée qui sont extrêmement différentes. Je reviens d'un voyage, une expédition d'une semaine de learning en Chine sur ce thème-là, sur le thème de l'intelligence artificielle, pour aller voir ce qui s'y passe. Il y a une différence colossale entre ce qui se passe en Chine et ce qui se passe en Europe, par exemple. Aussi parce que la donnée est accessible à tout le monde sans limitation. Ce qui veut dire qu'en fait, la Chine progresse actuellement extrêmement vite en intelligence artificielle parce qu'elle a accès à une masse de données que personne d'autre n'a dans le monde. Donc le vrai débat pour moi, il n'est pas dans les analytics et la gouvernance, il est dans la donnée. Et qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on protège la donnée et comment est-ce qu'on ne la protège pas trop pour pouvoir quand même extraire de la matière et faire progresser en fait la connaissance. Et enfin, une dernière question, parce qu'on a vu des accidents déjà sur des voitures qui étaient au niveau 3 de l'autonomie, notamment des Tesla, mais aussi d'autres. Est-ce qu'on ne va pas trop vite, finalement, dans l'application de systèmes qui ne sont pas éprouvés et on a vu en automobile que ça induisait un état bizarre du conducteur qui devait être dans une semi-vigilance, et s'il y a un accident qui se produit sous pilotage automatique, qui est responsable? Donc tant que ces régulations et ces questions ne sont pas tranchées, est-ce qu'on ne va pas trop vite dans l'application de certaines intelligences artificielles dans la vie courante? Qui veut répondre? Pour la voiture autonome, on n'y est pas encore. C'est tout à fait évident. On a tous été dans des voitures qui étaient déjà assez automatisées. On peut faire effectivement des trajets en voiture totalement autonome. Je l'ai fait moi-même et on a de très bonnes sociétés en France qui ont des technologies et qui les vendent d'ailleurs. Mais de là à dire que le système peut fonctionner, en fait, c'est toujours pareil. L'intelligence, elle est là, mais elle est là de façon extrêmement étroite, en fait. L'intelligence artificielle, c'est très profond sur une bande passante extrêmement faible. Donc, on sait que si tout se passe bien et qu'il n'y a que des voitures autonomes avec des règles extrêmement précises, le système peut fonctionner. Mais la réalité du monde est très différente, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi, je considère que la voiture autonome n'est pas du tout au point. On n'est peut-être qu'à 10% de ce qu'on devrait avoir pour pouvoir être sûr. Et tous les essais qui ont été faits, je crois que le dernier accident aux États-Unis, le logiciel d'après ce qu'on a pu comprendre, le logiciel a bien vu le passant, mais a considéré que la protection de l'individu dans la voiture était plus importante que celle du passant, et a donc décidé de ne pas freiner trop brutalement. C'est la réalité. Donc on voit bien qu'on n'y est pas du tout. Bon, je suis absolument désolée parce que pour des raisons de contrainte de temps, on doit s'arrêter, ce qui fait que la salle n'a pas droit à des questions, ce qui est bien dommage. Je vous encourage à assaillir les intervenants de vos questions après. Et je vais juste, en conclusion, vous donner une phrase de Jean Piaget que j'aime beaucoup. L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait,
mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et heureusement, la machine n'est pas encore tout à fait au point pour ça.